judiciaire, surveillance des militants, affaiblissement, en tout cas tentative d'affaiblissement des mouvements sociaux et des militants. Ça en dit extrêmement long sur la volonté de ce gouvernement qui a saisi l'occasion des malheureux, des dramatiques attaques du 13 novembre pour renforcer encore cette politique-là. Ça m'amène à mon deuxième point. J'ai entendu ici et là que l'état d'urgence finalement serait une rupture avec les politiques traditionnelles. Non, et il faut être extrêmement ferme dessus, c'est la continuité, la persistance d'un racisme d'État, d'une islamophobie d'État, d'une politique sécuritaire qui, depuis des années, depuis des décennies, provoque humiliation, violence et conséquences dramatiques sur les habitants des quartiers populaires, sur les non-blancs en général, et depuis quelques années maintenant, sur les musulmans ou musulmans d'apparence en particulier. Et ça m'amène à mon troisième point, et vraiment je vais faire vite parce que retenez juste mon troisième point si vous devez en retenir un. La convergence est indispensable. Quand je vois ici, j'ai été invitée ici notamment en tant que l'une des organisatrices du meeting, pas de meeting où il ne fallait pas être de vendredi dernier. Finalement, il y avait beaucoup de monde et où ce n'était pas le même public qu'aujourd'hui. Ce n'était pas du tout le même public qu'aujourd'hui. Alors quand je vois ça, je me dis, mais si ce public-là pouvait réunir, se rassembler, converger avec le public de vendredi, c'est de ça que nous avons besoin. Et on sait très bien, puisque l'expérience et l'histoire nous ont montré, que quand les libertés publiques et quand les droits reculent pour une partie de la population française, ils finissent par reculer pour l'ensemble des concitoyens, de nos concitoyens français. C'est mortel, je vais écouter ce suite. Donc nous avons besoin de convergence, d'où que vous soyez, d'où que vous parlez, il faut absolument mettre les guerres enfantines et politiques de côté, mettre les fausses polémiques sur est-ce qu'on parle d'islamophobie ou pas, est-ce qu'à ton avis le voile c'est bien ou pas. Mettons ça de côté, s'il vous plaît, mettons enfin ça de côté et concentrons-nous sur l'essentiel, sur l'égalité, sur la justice, sur la dignité et sur une politique de paix pour notre pays. Merci. Bonsoir à toutes. Au nom du mouvement des sans-papiers, notamment de l'Union nationale des sans-papiers et la coalition internationale des sans-papiers immigrants, nous sommes très très contents aujourd'hui de passer ce moment avec vous. Je ne me souviens pas, ça fait 22 ans que je suis en France, mais je ne me souviens pas depuis quelle date on n'a pas eu cette salle pleine comme ça. Bravo, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, et nous étions parmi ceux qui ont refusé d'obéir à l'état d'urgence du 22 novembre dernier, en frappant l'interdiction, parce qu'en réalité ce n'était pas une interdiction, c'était uniquement une interdiction pour les militants et les sans-papiers. C'est la raison pour laquelle nous avons refusé, nous avons maintenu cette manifestation, et on a vu beaucoup de Français se sont mobilisés pour venir dénoncer cette hypocrisie du pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire ceux qui ont été en garde à vue, ceux qui ont été assignés en résidence pendant la COP21, vous avez le soutien de l'ensemble du mouvement des sans-papiers en France et de l'Europe. Tant que nous ne cesserons pas de reculer
sur les valeurs qui nous unissent, sur la liberté, sur l'égalité des droits. Tant que nous ne cesserons pas de réguler, ils vont continuer à agir comme ça. Je pense que ce que nous venons de voir à travers les attentats, à travers les élections de la semaine dernière, c'est une prise de conscience qui doit naître dans la tête de tout le monde. Parce que ces gens-là, ils ne sont pas là pour nous. La gauche, quand je dis la gauche, le PS, l'UMP et l'extrême gauche, l'extrême droite plutôt, le pouvoir, la police, elle est là pour eux. La police a commis des erreurs pendant ces problèmes d'attentat-là. Et on n'en parle pas beaucoup. Parce que 80% des actions de la police en France visent les immigrés, visent les Roms, visent les Guinéens, visent les Pékins, visent les Africains. C'est de ça qu'il faut dénoncer. Et ensemble, nous allons gagner, ça c'est sûr. À partir de ces deux événements-là, il y a une prise de conscience qui est en train de se naître. Et j'appelle tout un chacun à la manifestation du 19, samedi prochain, qui est la journée mondiale de la migration, et notamment le font tous les 18. Mais cette fois-ci, pour la mobilisation de nos camarades à Paris, nous avons mis d'accord pour le 19. Et nous appelons aussi à une forte mobilisation à Calais le 23 janvier. C'est très important parce que quand on visite ce bidonville, ce jungle de Calais, c'est indigne de la France. Il faut être clair. C'est indigne. Et ça, je pense que les Français ont pris conscience. Tous ceux qui sont allés visiter la jungle de Calais, tous ceux qui ont vu les conditions de vie, de traitement de ces migrants, sont prêts à agir. Et c'est maintenant, parce que nous sommes en l'hiver. Donc rendez-vous le 23 janvier pour une manifestation en direction de Calais. Mais n'oubliez pas samedi prochain à Barbès pour une manifestation de Barbès à la République. Merci. Les conséquences que peut avoir l'état d'urgence sur les universités, sur les établissements d'enseignement supérieur, parce que je suis dans un syndicat étudiant. Je fais partie des 317 militants qui ont fait de la garde à vue suite à la manif du 29. Et Solidaire étudiant a été particulièrement touché par cette répression, puisqu'au moins 20 de nos militants, ce qui est beaucoup pour nous, ont été touchés par ça. Donc ce que ça a eu comme conséquence, c'est d'avoir un contrôle des cartes dans nos universités, une fuite des sacs permanente, qui en fait, en plus d'être inutile et complètement anxiogène, inutile pourquoi? Parce que ça crée des espèces d'attroupements d'étudiants qui en fait en font des cibles beaucoup plus faciles pour une éventuelle attaque terroriste que s'il n'y avait pas eu ces contrôles-là. Donc inutile et au contraire de ce qu'on nous dit, complètement anxiogène, parce que dès qu'on va en cours, bah voilà, c'est notre quotidien, etc., bah on est ramené au sentiment d'insécurité en fait. Ensuite, qu'est-ce que ça a aussi ce type de dispositif comme conséquence? C'est le froid et les conditions de travail intolérables dans lesquelles doivent travailler les personnels chargés de ces contrôles. Souvent, c'est des personnes intérimaires, c'est des personnes qu'on sous-traite, etc. par exemple, à l'EHESS, par exemple. Les gens qui se chargent de ça, ils ne peuvent même pas se protéger de la pluie, ils n'ont même pas d'endroit pour se protéger de la pluie. Donc, avec Paris, le température qui fait tout le temps, c'est voilà, blanchi tout le monde, etc. Ensuite, c'est un côté flippant, parce qu'on se dit, on va finir par accepter un état d'urgence permanent, en fait. Où finalement, se faire contrôler les cartes, se faire contrôler les sacs en allant en cours, ça va devenir normal. Et ça, c'est quand même un peu flippant. Et dernière chose, ça va complètement à l'encontre de notre vision de l'université, ouverte à tous et toutes. L'université comme lieu de débat, comme création d'un esprit critique et de réappropriation par les usagers des questions politiques telles que celle-là. Parce que nous, notre première réaction après nos attentats, bien sûr, ça a été une immense tristesse, parce que c'était des gens comme nous, ça aurait pu être nous. D'ailleurs, c'est certains d'entre nous. Mais ça a été aussi la volonté très forte de ne pas subir passivement le monde tel qu'il est, de vouloir le construire, que notre voix soit entendue. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié les appels à AG, aux réunions publiques, on pouvait discuter avec les étudiants, avec les personnels, avec les profs. Et l'état d'urgence, qu'est-ce que ça a comme deuxième conséquence? C'est le muselage du débat public, en fait. Le muselage du débat public,
bon, nous, il y a 3 camarades en garde à vue à Grenoble, là, pareil, parce que c'est pas qu'à Paris, à Grenoble, pour avoir participé à une manifestation. Et nous, on a dénoncé ça, nous, on a dit, on veut réfléchir ensemble, élaborer des réponses politiques, collectives, et d'autres réponses que celles de l'État, que la déferlante sécuritaire ou l'Union, la pseudo-Union nationale, d'autres réponses que la stigmatisation de quiconque selon ses croyances ou origines. Parce qu'en fait, l'autre conséquence aussi de l'état d'urgence sur les facs, c'est encore des mesures absurdes du type vous n'avez plus le droit de tenir des tables. Tenir des tables, c'est la base de notre syndicalisme. C'est là où on apprend voilà, aux étudiants quels sont leurs droits, etc. Est-ce que c'est aussi, moi je suis dans un syndicat qui est profondément antiraciste, antifasciste, et c'est restreindre l'activité des forces antiracistes sur les universités, et quand on sait que dans nos universités, les victimes sont nombreuses de l'espèce de backlash islamophobe qu'il y a eu après les attentats. Et le dernier point peut-être, c'est le fait que c'est un jeu de mots que je prends à l'Union syndicale solidaire à laquelle on appartient, c'est que l'état d'urgence dissimule l'état d'urgence, parce que tout ce temps qu'on passe à être dans la peur, à subir ces mesures liberticides, c'est du temps en moins pour riposter contre tout ce que se prend dans la tête de l'enseignement supérieur depuis le début de l'année, et voire même depuis plusieurs années en fait, à savoir il y a des étudiants voilà, au début de l'année qui n'ont même pas pu s'inscrire à la fac alors qu'étudier un droit, un privilège, il y a des TD surchargés, des conditions de travail pénibles, etc. Et ça en fait, c'est du temps qu'on a en moins pour riposter socialement parce qu'on est occupé par l'état d'urgence, etc. Et par ailleurs, les étudiants, si on fait l'effort de leur parler, contrairement au gouvernement, on voit qu'en fait ils sont pour la paix, ils sont pas du tout pour la guerre. Et voilà, on invisibilise ces problèmes-là qui sont pourtant centraux. Parce que, ok, il y a une réflexion géopolitique à avoir sur l'intervention militaire en Syrie, mais il y a aussi à penser ce qui a pu amener des gens de notre âge qui auraient pu être étudiants avec nous, qui auraient pu discuter politique de leur cours avec nous, à de telles extrémités, parce que c'était des gens qui auraient pu être étudiants, en fait, qui ont fait notre âge, etc., qui ont participé aux attentats. Et là, en fait, l'exclusion, les politiques antisociales qui marginalisent, qui détruisent la confiance en soi, en l'avenir, les violences policières, les passages en garde à vue, ces zones grises de non-droit en prison, ça joue énormément sur ça. Moi, personnellement, une seule garde à vue de 24 heures, ça a suffi à me faire comprendre dans ma chair pour me dire cette haine et ce rejet total. Ça, c'est des choses qui on appelle Olivier Besancenot pour l'appel des 58, Olivier Lecoq-Grandmaison pour l'appel à Signé-Noir, Irène Pereira pour l'appel contre la guerre, et donc c'était l'appel verdict en France. Et puis l'appel des 333 aussi, il y a un camarade aussi qui est là, donc qui vont nous présenter les initiatives. Oui, bonsoir à tous et à toutes. En quelques mots, je pense que le sens de cet appel, comme des autres appels, c'est de comprendre que la bataille militante qui s'engage, c'est une vraie bataille militante. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit. La bataille, il s'agit de la gagner. C'est-à-dire faire en sorte qu'on arrive concrètement à lever l'état d'urgence et à faire respecter le droit de manifester. Je pense que ce soir, ça a été dit, c'est une bouffée d'oxygène. Et ceux et celles qui sont présents sont des personnes qui sont d'abord convaincues. Et face à nous, on a quand même des adversaires de taille. On a d'abord une bataille à mener qui est celle de l'opinion, malgré tout. On a affaire à une grosse campagne de propagande. Il suffit de voir comment ont été traitées les manifestations, quand elles ont été traitées. Je pense à celle du 29 par exemple, avec les images en boucle. Et l'enjeu c'est quoi? C'est transformer toutes les manifestations en profanation de la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre. Et on sait à quel point ça pèse autour de nous. On ne va pas se raconter l'histoire autour de nous, dans nos familles, chez nos collègues, chez nos amis, ça discute dans les quartiers pour dire est-ce que c'est franchement raisonnable, après ce qui s'est passé, d'aller manifester? Il faut reprouver à quel point c'est raisonnable. C'est même la seule raison. Et le seul truc qui n'est pas raisonnable après les attentats, c'est précisément le manifestation. Parce que s'il y a une stratégie pour des courants comme Daesh, par exemple, c'est précisément que la société, elle soit divisée, elle soit fragmentée, elle soit prostrée. Faire en sorte qu'il y ait le maximum de la population qui se retourne en bloc contre la communauté musulmane.
C'est un des objectifs, et on sait à quel point ça pèse dans le climat d'islamophobie actuel. Sauf que d'autres camarades l'ont expliqué, je pense qu'à la différence peut-être même du mois de janvier, ils ont tapé tellement fort, ils ont tellement fait du sale, qu'il y a d'abord une volonté d'unité humaine qui s'exprime dans la société, au-delà du climat raciste. Et cette unité humaine, à tous les observateurs à la con qui nous expliquent qu'elle ne peut pas s'exprimer, qu'elle ne sait pas s'exprimer, parce qu'il y a des musulmans qui ont du mal à se justifier du matin jusqu'au soir, on a juste envie de leur dire que s'il n'y a pas eu des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue après les attentats du 13 novembre, c'est précisément parce qu'il y a l'état d'urgence et qu'on n'a pas le droit de manifester. C'est quoi l'état d'urgence? Si ce n'est une société frustrée, une société qui en suspend, c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, je terminerai là-dessus, un adversaire de taille, on ne peut pas le sous-estimer, c'est le gouvernement. Parce que le gouvernement, il n'est pas parti pour s'arrêter. Il suffit d'écouter Valls après le résultat des régionales, il nous a dit quoi? Qu'il était patriote, qu'il était fier d'être français et qu'il allait continuer. D'autres camarades l'ont expliqué, les politiques sécuritaires, sécuritaristes, elles ne sont pas nouvelles. Mais il y a un enjeu de société. Continuer à vivre après les attentats, pardon de le dire, c'est pas simplement vivre dans une société où on aurait simplement le droit de bosser, ou de pointer à l'NPE et de chanter la Marseillaise devant le gouvernement. Continuer à vivre, ça veut dire leur dire qu'on n'est pas d'accord. Le droit de manifester contre la guerre, contre la sale guerre, manifester pour les migrants, contre la COP 21, faire grève comme le monde de la Poste, arracher le fragilisme à l'UPH, Air France par exemple, on sait tous à quel point il y a un enjeu stratégique. Il y a un camarade qui nous a quittés qui s'appelait Daniel Ben Saïd et qui parlait déjà à l'époque, je termine là-dessus, après la révolte des quartiers en 2005, parce qu'en effet c'est pas nouveau, qu'il y avait un enjeu stratégique à transformer finalement l'exception en règle. Et c'est pas nouveau. Il y a un opportunisme sordide, morbide de l'utilisation des attentats, et c'est connu de tous. La loi sur le renseignement, il était dans les tiroirs des gouvernements bien avant les attentats de janvier. Et ils ont utilisé, instrumentalisé les attentats pour le faire passer. La même chose sur l'état d'urgence, il y a d'autres camarades qui l'ont expliqué, je crois le syndicat de la magistrature, à quel point de toute façon, tout ce qui a été fait, concrètement contre les terroristes, soi-disant, contre les manifestants, était possible sur l'état d'urgence. Et on sait à quel point c'est vrai, dans les places de la République, je prends qu'un seul exemple. Mais faire respecter le droit de manifester, par exemple, pour le droit du peuple palestinien contre la guerre d'occupation israélienne, il a fallu faire respecter ces télévisions cardio. Et ce droit-là, par un engagement militant. Il y a une camarade, et je rejoins son appel, qui a dit qu'on a besoin que les publics se retrouvent. Et dire que quand on touche aux uns, on touche aux autres, et à partir de maintenant, on ne s'arrête plus. Contre l'état d'urgence, pour le droit de manifester. Je vous remercie. C'est un Olivier qui succède à un autre Olivier et qui succède à deux appels, mais j'avais signé l'appel 58. Évidemment, ça me paraissait absolument indispensable et nécessaire de le faire. Nous avons initié avec Alain Brossat un appel qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui s'appelle Assignez-nous. L'objectif était sur un mode entre guillemets ironique de signifier le caractère arbitraire et policier des assignations à résidence, et arbitraire parce que policier de ces assignations à résidence. Je voudrais juste revenir sur quelques éléments de la situation politique qui me semble être la nôtre aujourd'hui dans le fil de ce qui a été dit par Michel Tugala tout à l'heure avant qu'il ne nous quitte. La première chose, et sans prendre un ton inutilement dramatique parce que les événements le sont suffisamment, je crois qu'il faut néanmoins constater ceci: nous sommes confrontés à une offensive politique, policière, sécuritaire qui est absolument sans précédent, et sans précédent depuis la guerre d'Algérie. Même les lois sécurité et liberté, à côté de ce qui est en train effectivement d'être préparé par le gouvernement, apparaîtront plus tard comme des lois presque libérales. Et si effectivement ce que dit Sergio Coronado est vrai, le président de la République, le triumvirat qui gouverne aujourd'hui la France, c'est-à-dire le président de la République, son directeur de cabinet, Manuel Valls, et le ministre de l'Intérieur, ce triumvirat est effectivement en train de préparer des lois parmi les plus terribles qui aient été votées. La seconde caractéristique de la situation, c'est que l'état d'urgence tel qu'il a été voté constitue d'une part effectivement un basculement à droite très impressionnant
du gouvernement et de la majorité qui le soutient, mais pas seulement de la majorité socialiste. Des partis de gauche représentés à l'Assemblée nationale, et ça aussi c'est un élément politique absolument essentiel. La conséquence est quoi? Elle a été soulignée par Michel Kiliana. Nous sommes ici effectivement extrêmement minoritaires. Ce meeting est à la fois réconfortant et chaleureux, et en même temps, eu égard à la gravité de la situation, il a quelque chose de relativement inquiétant. La conséquence c'est quoi? Si dans un premier temps, effectivement, il était nécessaire, peut-être indispensable qu'il y ait une multitude d'appels pour que chacun et chacune puisse dire, sur la base d'appels spécifiques et de revendications singulières, voilà ce contre quoi nous nous mobilisons, voilà ce qui nous paraît effectivement dangereux. Je suis absolument d'accord avec ce qui avait été dit. À cette heure-là, aujourd'hui et maintenant, alors qu'effectivement, mercredi prochain, le gouvernement va présenter à l'Assemblée nationale des nouvelles dispositions relatives, au maintien de l'état d'urgence et à la constitutionnalisation d'un certain nombre de dispositions d'exception, il est absolument indispensable qu'il y ait un appel unitaire, massif, et qu'on arrête cette division entre, d'un côté, je vois un appel de la Ligue des droits de l'homme avec uniquement des organisations syndicales et des associations, de l'autre, des appels avec les mêmes associations parfois, d'autres des partis politiques. Il serait stupéfiant que dans cette situation-là, nous continuions à faire prévaloir une sorte d'égo d'organisation, de personnalité politique, et on ne peut pas à la fois dire, après les résultats des régionales, et reprocher à ceux qui sont au gouvernement et qui assument des responsabilités partisanes majeures, vous ne changez pas par rapport à ce qui s'est passé, et de notre côté, ne pas changer nos pratiques, ne pas changer la façon de nous intervenir. Et effectivement, je pense qu'il faut qu'au mois de février, il y ait un appel unitaire de l'ensemble des organisations politiques, de l'ensemble des partis politiques. À la réitération de l'utilisation de l'état d'urgence. Parce qu'il faut rappeler ceci, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'il est appliqué. Il a été appliqué en 2005, mais ce à quoi nous sommes aujourd'hui parfaitement confrontés, c'est un processus assez classique d'extension, banalisation des procédures d'exception. Plus elles sont utilisées, plus elles apparaissent comme banales. Plus elles apparaissent comme banales, plus elles sont susceptibles d'être utilisées, d'être appliquées à un nombre croissant de citoyens en France et de résidents en France. Face à cette situation-là, effectivement, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous payer le luxe des petites différences. Il faut impérativement qu'au mois de février, il y ait effectivement un appel qui permette la convergence de toutes les organisations syndicales, de toutes les associations des quartiers et des organisations politiques qui se battent effectivement contre l'état d'urgence et la constitutionnalisation des lois d'exception. C'est pressé. Je n'ai pas prévu directement à l'ordre du jour, mais je vais trouver l'espace à voilà. Je vais vous lire un appel qui a été prononcé à la COP21 d'une conférence de presse par Brice Eliazami, président du CNDH marocain, qui va accueillir la COP22. Un appel que j'ai rédigé moi, qui fait l'objet d'un processus tout au long de l'année 2016 des organisations de droits de l'homme internationales, francophones, anglophones, pour arriver à la COP22 avec les droits de l'homme haut et fort face au gouvernement, aux institutions internationales, aux entreprises. Et bien, vous avez pu entendre à l'instant que ça n'allait pas avoir encore de jour, on va voir pourquoi. On n'entend rien. Oh là là, il faut d'accord. Donc je vous lis l'appel et après j'expliquerai. Voilà, comme ça, je m'appelle Patrice Parra et je dirige l'ONG qui s'appelle Bridge Initiative Internationale, qui a démarré en faisant un dialogue par satellite entre Davos et Porto Alegre, et qui depuis a inventé pas mal de choses avec le Fonds monétaire mondial et tout. Ça s'appelle Au nom de nos droits. En ce jour 10 décembre, où chaque année à travers le monde, on célèbre l'idée des droits de l'homme, mais certainement pas leur réalité. Alors que la COP21 s'achève et que d'autres COP se profilent déjà, nous sommes convaincus que dans la lutte contre le réchauffement climatique, un tournant, en tout point vital, doit maintenant avoir lieu. Le temps des intérêts privés, des chantages diplomatiques, des marchandages financiers, des hésitations criminelles n'a plus lieu d'être. Vient maintenant celui répété des avertissements de la communauté scientifique, comme celui aussi des forces vives de la société civile, que cette
celle-ci agisse depuis le territoire de proximité où qu'elle pense à refonder le monde. Après une longue bataille, la notion de justice climatique a fini par l'emporter récemment. Mais on voit bien comment, du commerce aux transactions financières, du terrorisme à la nature de la réponse qui est faite, d'autres enjeux, d'autres négociations, d'autres phénomènes pourraient, d'une manière ou d'une autre, mettre à mal le combat contre le réchauffement climatique et même ses acquis. Je conclue. Voilà, j'arrête. Je ne comprends pas l'attitude de Géraud parce qu'il dit que ça remplace le sujet. Moi, je dis que si on ne rose pas les valeurs universelles des droits de l'homme à l'échelle internationale, on est mort. On est mort. On est d'accord. On est d'accord. Bonjour, je vais essayer d'être bref et être factuelle. C'est bon, là, vous m'entendez bien? Là, comme ça. D'accord. Alors, en fait, j'interviens pour un appel que je suis chargée de vous présenter, qui a été initié, qui a été publié sur Libération. Un appel centré sur la question de la guerre, qui a été signé par un certain nombre de personnalités, mais ça, c'est pas le plus important, puisque depuis, il a été repris sur Internet et signé par beaucoup plus de personnes. On est à plus de 5000 personnes. Et c'est un appel qui est centré sur la question de la guerre. Donc normalement, nous avions prévu de faire un meeting demain, mais étant donné justement la multiplication des initiatives, nous n'avons pas voulu en rajouter une. Et nous avons préféré nous inscrire dans celle d'aujourd'hui pour pouvoir effectivement dire qu'il ne faut pas oublier à côté de la question de l'état d'urgence, la question de la guerre. Et certains l'ont déjà dit aujourd'hui. Il faut comprendre que ce qui a été valable concernant George Bush, sa politique, de dire que les bombardements étaient contre-productifs, de dire qu'ils provoquaient et ils faisaient naître davantage de terrorisme qu'ils ne l'éradiquaient, tout cela ne peut pas être oublié aujourd'hui parce que si avant les morts ont été des morts américains lors du World Trade Center et qu'aujourd'hui ce sont des morts français, les arguments restent les mêmes. Les bombardements sont contre-productifs et ils ne permettront pas d'éradiquer le terrorisme. Si ce raisonnement était valable auparavant, il reste valable